commence par annexer l'Autriche, envahit la Pologne et en 1940, il envahit la France, plongeant l'Europe dans le chaos. Certains membres des Rothschild choisissent de fuir le pays, tandis que d'autres, comme Guy de Rothschild, s'engagent afin de défendre le pays. Officier dans l'armée française, il combat sur le front avant la débâcle de 1940. Lorsque Paris tombe aux mains des Allemands, les Rothschild deviennent donc des cibles évidentes. Le régime nazi et le gouvernement de Vichy organisent un véritable pillage. Le château de Ferrières et l'hôtel particulier de la rue de Florentin sont réquisitionnés. Même les entreprises familiales sont saisies. Les œuvres d'art, parmi lesquelles des tableaux de Vermeer, Rembrandt ou encore Goya, sont confisquées. 42 caisses remplies de ces trésors partent pour l'Allemagne. La moitié de ces caisses sont destinées à Hermann Göring, le lugubre bras droit de Hitler. Plus d'un siècle d'investissement sera pillé en seulement quelques mois. La première chose qu'ils font, ils ont les adresses. Ils rentrent dans Paris le 14 juin 1940. Ils savent où ils vont. Ils vont dans les hôtels particuliers de la famille Rothschild. En Autriche, Nathanael de Rothschild est quant à lui retenu par la Gestapo pendant plus de 13 mois, mais dans des conditions particulières. Emprisonné dans un hôtel particulier, il bénéficie d'un cadre de vie confortable pour un prisonnier, même s'il reste évidemment privé de liberté. Il sera ensuite libéré, mais seulement après avoir cédé des nombreuses entreprises familiales aux nazis. Le 6 juin 1944, 73 000 Américains débarquent sur les plages de Normandie. Avec leurs chars, ils marquent le début d'une offensive qui mènera à la libération de la France et la chute du régime nazi. Les Rothschild, eux, ont été pillés, emprisonnés, mais ils restent debout. En 1945, le descendant de la troisième génération de la branche française, Guy de Rothschild, s'attelle à une tâche colossale. À seulement 36 ans, il entreprend de reconstituer l'empire familial pillé et dispersé pendant la guerre. L'État français, ruiné, ne les indemnisera qu'à hauteur de 10% du montant pillé. La priorité de Guy, c'est de récupérer les actifs qui ont été confisqués, comme par exemple la Compagnie des chemins de fer du Nord, le joyau du patrimoine des Rothschild. Il supervise aussi la restauration des propriétés emblématiques, à l'image du château de Ferrières, qui a été abandonné après l'occupation. En quelques années, les efforts de Guy redonnent à la famille son prestige. Il modernise la banque en sentant, et ce dès les années 50, l'impact qu'auront les nouvelles technologies sur la gestion d'une entreprise. Dans le même temps, Edmond Adolphe de Rothschild crée en 1953 la branche suisse Edmond de Rothschild, basée à Genève. Attiré par la stabilité et surtout la neutralité de la Suisse, il se concentre sur la gestion privée pour une clientèle ultra fortunée qui investit dans des projets prestigieux comme la station de ski de Megève ou encore des domaines viticoles. À cette époque, le nom Rothschild est plus que jamais associé au luxe et à la réussite. Les fêtes somptueuses de Marie-Hélène de Rothschild au château de Ferrières réunissent toutes les grandes personnalités de l'époque. Grace Kelly, Salvador Dali ou encore Yves Saint-Laurent, tout le monde y est. Mais ce faste attire aussi les critiques. En France, le vent tourne côté politique. Le 10 mai 1981, François Mitterrand arrive au pouvoir et prévoit un programme socialiste révolutionnaire. La gauche vise les grandes fortunes comme des symboles des inégalités à combattre. Les Rothschild, figures de proue de l'aristocratie bancaire, deviennent encore une fois une cible de choix.